Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du TP numéro 3 de la matière technique d'analyse et instrumentation. Le TP est sur le titre La chromatographie planaire, exemple pratique. Donc, soyez ici. L'exemple de la chromatographie planaire qu'on va voir dans ce TP est celui de la chromatographie sur couche mince, abrévié CCM. En anglais, on appelle ça Thin Layer Chromatography, abrévié TLC. Donc, sur Internet, vous pouvez trouver les deux abréviations CCM et TLC, and that means the same thing. Dans cet exemple de chromatographie et précisément dans notre TP, les phases stationnaires et mobiles sont comme suit. La phase stationnaire sera une couche mince d'un matériel absorbant et la phase mobile dans notre cas est composée d'un mélange de solvants, mais elle peut être aussi un seul solvant. Dans notre cas, on va utiliser un mélange de solvants. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire une phase stationnaire et une autre mobile, ils doivent regarder notre cours sur la chromatographie, principe de base sur la chaîne YouTube. Les phases de la CCM de notre TP sont comme suit. La phase stationnaire est composée d'une plaque de gel de silice qui est polaire. Par contre, la phase mobile est composée d'un mélange de solvants organiques et qui est moins polaire que la phase stationnaire, composée de l'éther de pétrole avec l'acétone 9:1 volume to volume. Ça veut dire, c'est par exemple, j'utilise 9 ml d'éther de pétrole, je dois le mélanger avec seulement 1 ml d'acétone. Et avec cette notion, vous pouvez faire le calcul nécessaire pour plus d'ml ou moins d'ml. Lors de séparation en utilisant la CCM, il est très important de comprendre la polarité des molécules ou bien la polarité des solvants. Cela est important pour choisir les solvants adéquats pour la séparation selon les molécules qu'on veut séparer. Le tableau que vous voyez ici représente la polarité des solvants qui peut augmenter selon le type de solvant. Il y a des solvants qui ne sont pratiquement pas polaires, tels que le toluène, l'hexane, l'éther de pétrole, etc. Il y a d'autres solvants qui sont modérément polaires, tels l'éthyle d'acétate, l'acétone, etc. Il y a d'autres solvants qui sont très polaires, tels le méthanol, l'eau, l'acétique acide, etc. Donc, dans une séparation sur CCM, si on a une phase stationnaire qui est non polaire, de préférence, la phase mobile doit être polaire. Par contre, si la phase stationnaire est polaire, donc la phase mobile doit être moins polaire que la phase stationnaire. Et par conséquent, pour faire une phase mobile moins polaire ou bien non polaire, on peut choisir entre ces solvants qu'on a. Par exemple, si on cherche à utiliser une phase mobile non polaire, on peut utiliser un de ces solvants. Et si on veut la rendre un peu plus polaire, on peut utiliser ou bien un solvant modérément polaire ou bien un mélange de solvants non polaires avec un solvant modérément polaire. Par contre, si je veux avoir une phase mobile très polaire, je peux utiliser un solvant qui est vraiment très polaire. Dans notre cas, on a besoin d'avoir un mélange de solvants qui est modérément polaire, donc et un peu plus proche de la non-polarité. Donc, on a fait un mélange d'éther de pétrole avec l'acétone comme on a bien dit précédemment, 9:1. Avant de continuer notre TP, il vaut mieux comprendre c'est quoi la polarité des molécules. Quand est-ce qu'on dit qu'une molécule est polaire et quand est-ce qu'on dit qu'une molécule n'est pas polaire. Je vous laisse avec 2 vidéos explicatives du phénomène de la polarité, après lequel on va continuer notre TP. Donc, soyez ici. Un concept qui s'appelle la polarité des molécules. Il y a certaines molécules qui sont non polaires et puis d'autres molécules qui sont polaires. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, des molécules polaires? Ça veut dire que à l'intérieur même de la molécule, il y a un côté de la molécule qui est chargé partiellement négativement, puis un côté qui est chargé partiellement positivement. Donc, si on plaçait ça sur un continuum, on peut dire qu'il existe des molécules qui sont non polaires
Donc, il pourrait avoir aussi ce que je viens de vous expliquer, les molécules qui sont polaires. Puis si on allait encore plus loin, les charges ne seraient plus partielles, ce seraient des charges complètes. Alors, on aurait des composés chargés. Ce sont les ions. Donc, on peut dire que la molécule polaire se situe entre les deux, entre une molécule non polaire où tous les électrons sont répartis également dans la molécule, et se situe donc entre ça et les ions qui possèdent réellement une vraie charge formelle. Pour parler de polarité, on peut faire une analogie avec deux personnes qui dorment dans un lit. Si les deux personnes tirent avec la même force sur la couverture ne bougera pas pendant la nuit. Donc, personne ne va se réveiller en manquant de couverture ou alors en ayant un surplus de couverture. C'est un peu la même chose qui arrive pour une molécule non polaire, par exemple la molécule de I2. Tirer sur la couverture, ça correspond à l'électronégativité dans le modèle moléculaire. Comme les deux atomes d'iode ont la même électronégativité, les électrons de la molécule sont répartis uniformément, donc aucun atome ne se retrouve avec un manque ou avec un surplus d'électrons. Si toutefois une personne tire plus fort que l'autre sur la couverture, cette personne se retrouvera avec un surplus de couverture au détriment de l'autre qui aura froid. C'est ce qui arrive avec une molécule polaire, comme la molécule de HCl. L'atome de chlore a une plus grande électronégativité que l'atome d'hydrogène. Il tire donc plus fort sur les électrons. C'est pourquoi on observe un surplus d'électrons autour du chlore. Ce surplus est représenté en rouge dans la figure et confère à cette portion de la molécule une charge partielle négative représentée par un signe delta-. Au contraire, l'atome d'hydrogène a un manque d'électrons, ce qui lui confère une charge partielle positive représentée en bleu et symbolisée par un delta+. On a déjà abordé le thème de la polarité dans la section sur les liaisons chimiques. En gros, ce qu'on entend par polarité, c'est une simple répartition non uniforme des charges électriques dans une molécule. Comme on sait que les charges positives sont toujours localisées au noyau et qu'elles ne peuvent pas se déplacer, la polarité découle simplement de la distribution des électrons autour du noyau. On a déjà vu avec mes amis Rose et Édouard, si vous vous souvenez bien, qu'une liaison polaire est une liaison où les électrons ne sont pas partagés également entre deux atomes, puisqu'un de ces deux atomes a une électronégativité supérieure à celle de l'autre atome. En conséquence, l'atome le plus électronégatif, ici, déplace les électrons de la liaison vers lui et de ce fait acquiert une charge globale négative, alors que l'autre, ici, devient positif. Si la différence d'électronégativité entre les deux atomes est inférieure à 1,7, on dira que les électrons sont toujours partagés entre les deux atomes et qu'ils ne sont que déplacés vers l'atome le plus électronégatif. On forme ici des charges partielles, delta+ et delta-. C'est le cas de la liaison OH qui présente une différence d'électronégativité de 3,44 moins 2,20 qui est égale à 1,24. Et si la différence d'électronégativité est plutôt supérieure à 1,7, l'atome le plus électronégatif sera suffisamment fort pour arracher l'électron de l'autre atome et acquérir une charge formelle négative -1, alors que l'autre aura la charge +1. Ce cas est surtout observé pour les composés formés d'un métal et d'un non-métal comme NaCl. Les plaques de CCM en silice sont généralement fournies sous forme de poudre de silice supportée par une feuille d'aluminium. Comme vous voyez dans cette image, c'est une plaque de silice. Une face est la feuille d'aluminium, l'autre face est blanche parce qu'il y a la poudre de silice qui est supportée sur la feuille d'aluminium. Quand on a une grande plaque de silice, on peut la découper en utilisant les ciseaux en petits morceaux de 3 x 6 cm par exemple pour effectuer beaucoup d'expériences. On peut schématiser cela comme vous voyez. Cette partie, c'est la partie d'aluminium. L'autre partie, c'est la partie où se trouve la silice. La silice, comme le montre l'image, a une terminaison hydroxyle. C'est sur cette terminaison qu'il y aura une adsorption des analytes.
Je répète, la silice a une terminaison hydroxyle. Cette terminaison hydroxyle permet l'absorption des analytes. Ces analytes se trouvent, comme on a dit auparavant, dans une phase mobile. La phase mobile est composée de solvants qui permet de solubiliser ces analytes. La phase mobile est appelée aussi l'éluant parce qu'elle permet le déplacement de nos composés à travers la plaque. Dans le cas d'une plaque CCM, le solvant va percoler ou bien percole à travers le solide ici, par action capillaire, depuis le bas de la plaque vers le haut. Et on va commencer la pratique. On va effectuer une séparation des pigments dans des feuilles en utilisant la chromatographie sur couche mince. La première chose à faire est de préparer les feuilles d'une plante. Par exemple, les feuilles des épinards qui contiennent beaucoup de pigments. On va les diviser en petits morceaux et les déposer dans un mortier de laboratoire. On ajoute quelques gouttes d'acétone et une petite fraction de sable pour faciliter le broyage. Ainsi, on va broyer les feuilles avec le pilon et le mortier. L'objectif du broyage est d'avoir un liquide très concentré en pigments. Donc, soyez très prudent à bien broyer les feuilles pour avoir un liquide concentré dans lequel vont se solubiliser les pigments. On va préparer le papier du chromatographie, par exemple plaque CCM qui contient du silice ou bien du papier ou bien autre papier filtre. En dessinant une ligne à distance de 2 cm du bas du papier. La ligne doit être dessinée avec un crayon et pas avec un stylo ou un marqueur parce qu'ils contiennent des pigments qui peuvent erroner les résultats de l'expérience. Puis, on va déposer une tache concentrée de pigments sur la ligne. Et cela en utilisant par exemple une petite pipette en plastique. Il est important que la tache soit concentrée et pour cela, il faudra déposer des quantités suffisantes petit à petit et entre une petite quantité et autre, il faut laisser du temps pour permettre un séchage de la tache ou bien essayer de la sécher. Puis, on va prendre un récipient ou bien ici, elle est en train encore de faire concentrer la tache, regardez. Donc, puis, on va verser le solvant dans le récipient adéquat. Ici, on va utiliser un simple bécher, mais on peut utiliser la chambre de chromatographie qui peut être fermée en haut pour éviter tout contact avec les solvants qui sont un peu volatiles. Donc, on va verser le solvant dans le récipient adéquat. Donc, notre solvant ici comporte l'éther de pétrole avec l'acétone 91 volume to volume. Donc, on va le déposer et on doit veiller à ce que le solvant n'arrive pas à la hauteur de 2 cm par rapport au bas du récipient. Et cela pour ne pas toucher la ligne dessinée sur le papier de la chromatographie qu'on va déposer dans ce récipient. Donc, on va placer le papier de chromatographie dans le récipient et on va attendre que le solvant monte dans le papier par capillarité, comme on a expliqué bien avant, entraînant avec lui les différents pigments. Ces pigments vont s'arrêter à des distances différentes, comme vous le voyez. On va continuer d'observer. Et on va remarquer que le solvant s'arrête aussi de monter à un moment donné. À ce moment, on doit retirer le papier du récipient et marquer le front du solvant immédiatement avec un crayon. On doit aussi mesurer la distance entre la ligne du départ et le front du solvant, mais aussi la ligne du départ. Et où il faut aussi marquer entre la ligne du départ et chaque pigment. Ça veut dire que chaque pigment c'est séparé à une distance bien déterminée. Donc, on marque premièrement le front. Deuxièmement, on marque le point auquel s'est arrêté chaque pigment. Regardez que chaque pigment est représenté par une couleur. Donc, je dois marquer avec un point chaque couleur qui représente un pigment. Et cela pour pouvoir calculer la hauteur du front, mais aussi la hauteur auquel est arrivé chaque pigment.
On peut ici voir le phénomène, expliquer scientifiquement ce qui se passe entre une phase stationnaire et une phase liquide qui passe par capillarité à travers la phase stationnaire. Si on pense qu'on a un composé ici qui se trouve à l'intérieur de l'élion et qui doit faire un passage parfois de capillarité, on a ici la partie hydrogène du silica ou bien du silice. Si le composé a une affinité vers la silice et donc il va produire des bandes d'hydrogène et ainsi il va être lent à se développer par capillarité avec le solvant et ainsi il va s'arrêter à une distance très proche de la ligne de départ. Par contre, si le composé a une affinité plus grande vers la phase mobile ou bien l'éluant, il va avoir un déplacement plus rapide et ainsi il va avoir une séparation à des distances plus élevées que le premier composé. Et donc ici intervient pratiquement la polarité. Les substances qui ont une grande polarité et ainsi avec le silice qui est très polaire vont avoir une affinité vers la silice et ainsi ils vont se déplacer très lentement et ils vont s'arrêter à des distances très proches de la ligne de départ. Par contre, les substances qui ont une affinité et une polarité plus faible, qui est une polarité plus attachée ou bien qui a une affinité plus grande vers la phase mobile, ils vont se déplacer avec le liant et ainsi ils vont se séparer à des distances plus élevées. C'est pour ça qu'on a dit toujours que la polarité ou bien le choix des solvants qu'on doit utiliser doit être très prudent. Si on a une plaque de silice qui est très polaire, le solvant doit être moins polaire que cette plaque de silice pour permettre effectivement de séparer des molécules selon leur polarité. On va voir puis un tableau ou bien on va voir comment calculer le rapport frontal. Et donc, après avoir pris dans notre expérience la hauteur à laquelle est arrivé le solvant, et après avoir calculé la hauteur à laquelle est arrivé chaque pigment, on doit calculer le rapport frontal qui est égal à la hauteur de la tâche, H minuscule, sur la hauteur du front du solvant, H majuscule. Ce rapport frontal doit être calculé pour chaque tâche qui a une couleur différente de l'autre tâche. À quoi sert ce rapport? Tout simplement la comparaison de rapport frontal de notre échantillon avec un rapport frontal témoin ou bien avec rapport frontal qu'on trouve dans la littérature nous permet effectivement de connaître le constituant. Par exemple, ce tableau présente les rapports frontaux des pigments que d'autres chercheurs ont effectués. Par exemple, si je trouve le rapport frontal, un numéro entre 0,89 et 0,98 et la tache est de couleur jaune, je peux conclure que ce pigment est le carotène. La même chose, je peux identifier par exemple la chlorophylle A. Si le rapport frontal est entre 0,24 et 0,30 et la couleur est bleu-vert, je peux aussi avoir la chlorophylle B si ma tache est entre 0,20 et 0,26 avec une couleur verte, etc. Donc, ce tableau est très bénéfique pour comparer les résultats de notre rapport frontal avec les résultats des rapports frontaux qui existent dans la littérature. Et pour ne pas erroner nos résultats, il est très important de ne pas faire des erreurs. Premièrement, lors du dessin de la ligne frontale à laquelle est arrivé ou bien la limite à laquelle est arrivé le solvant, c'est-à-dire que directement après l'arrêt de la phase mobile, je dois dessiner la ligne terminale au point exact, aussi bien que je ne dois pas faire d'erreur lors du marquage de chaque pigment et de chaque point dans son centre, bien sûr. J'arrive à la fin de ma présentation. Je vous remercie énormément pour votre bonne écoute et à bientôt. Au revoir.